Le 24 juillet 1979, après avoir participé à une télé-réalité, Rodney Alcala est arrêté par la police pour avoir torturé, violé et tué des jeunes filles ainsi que des femmes. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Inside Story avec une histoire assez spéciale d'un mec qui a tué des femmes avant et après être passé à la télé. Donc c'est vraiment une histoire de ouf. Je vous précise juste qu'à un moment dans l'histoire, le tueur change d'identité, mais je continuerai à l'appeler Rodney Alcala, son vrai nom. Comme ça sera plus simple pour suivre la vidéo. C'est vraiment une histoire de fou, alors restez bien jusqu'à la fin. Pour ceux qui kiffent ce genre de vidéos, n'oubliez pas de partager avec les gens que vous connaissez. Ça aide énormément la chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler du cas Rodney Alcala, le tueur de tournée-manège. Le 24 juillet 1979, les citoyens américains aperçoivent un visage familier à la TV qui est accusé d'avoir torturé, violé et tué des jeunes femmes. Et pour cause, le visage de Rodney Alcala était apparu dans l'émission Tournée Manège, dont il est même sorti le vainqueur. Rodney Alcala est né le 23 août 1943 à San Antonio, au Texas. Il a un grand frère et deux sœurs avec qui il s'entend bien comme avec ses parents. Leur grand-mère maternelle vit également avec eux et toute la famille vit dans une petite maison. En 1951, alors que Rodney Alcala a 8 ans, sa grand-mère maternelle tombe malade et elle désire passer ses dernières années au Mexique, dans son pays d'origine. Donc toute la famille déménage. Mais quelques mois plus tard seulement, la vieille femme meurt. En 1954, le père de Rodney décide de quitter sa famille et de rentrer seul aux États-Unis. Peu de temps après, sa femme et ses enfants le rejoignent et ils s'installent tous à Los Angeles, en Californie. Rodney, qui est très intelligent, décide de s'inscrire à l'école Alphonse où il reste 2 ans avant de rejoindre l'école privée Cantwell. Au cours de ce dernier semestre, il estime avoir reçu assez d'éducation religieuse et insiste pour aller à l'école publique. En 1960, Rodney Alcala, alors âgé de 17 ans, ressort diplômé de la haute école de Montebello. Il intègre ensuite l'armée et occupe un poste de commis pendant les 4 années suivantes. Mais pendant que Rodney est à l'armée, son père décède. En 1963, Rodney Alcala, âgé de 20 ans, est renvoyé de l'armée pour cause de dépression nerveuse et troubles de la personnalité antisociale chronique et sévère. Il décide de retourner chez sa mère et pour cela, il fait du stop sur 4828 km. Le mec, c'est un malade, quoi. Un malade. De l'autostop sur 4828 km. Une fois rentré chez lui, il dira qu'il ne se sentait pas comme lui-même. Il fera d'ailleurs un séjour à l'hôpital pendant quelques temps, puis ressortira. En 1968, alors que Rodney Alcala a 25 ans, il va commettre son tout premier crime. Tali Shapiro, une fillette de 8 ans, se rend comme à son habitude à l'école à pied. Sur le chemin qui conduit à l'école, une voiture s'arrête près d'elle et à l'intérieur, Rodney Alcala. Rodney l'attire près de la voiture et kidnappe la fillette de 8 ans. Puis il l'emmène à son appartement, la frappe et la viole. Un homme qui a vu Rodney tirer la fillette par le bras de force dans son appartement prévient la police. La police arrive tout de suite sur place. Alors qu'il s'apprêtait à tuer la fillette de 8 ans, Rodney s'échappe juste avant que la police ne rentre dans l'appartement. La police trouve dans l'appartement la jeune fille recouverte de sang qui a été violée et battue avec une barre d'acier. Le détective Steve Odell trouve une carte d'étudiant sur les lieux appartenant à Rodney Alcala. Mais il est trop tard. Rodney Alcala part à New York et change son nom en John Berger. Avec ce nouveau nom, il intègre l'Université des Arts à New York et il a comme professeur de cinéma Roman Polanski. Vous vous rendez compte, quoi.
Roman Polanski. Roman Polanski qui sera, lui, arrêté et inculpé à Los Angeles en mars 1977 dans une affaire d'abus sexuel sur une jeune fille de 13 ans. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Rodney a bien trouvé son prof, un pédogommeli, quoi. Abusé, quoi. La même année, il est embauché comme conseiller artistique dans un camp d'été dans le New Hampshire. 3 ans plus tard, en 1971, Rodney Alcala a 28 ans. Il sort diplômé de l'université, il se passionne pour la photographie et commence à exercer son talent auprès des jeunes demoiselles. Le 24 juin 1971, le corps de Cornelia Crillet, hôtesse de l'air âgée de 23 ans, est retrouvé dans son appartement dans la banlieue de Manhattan. Elle a été tabassée, violée et étranglée à mort. Ils ont même retrouvé des marques de morsure sur les seins. Le détective Odell s'occupe de l'affaire et trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'affaire d'agression qui avait été subie sur la petite fille de 8 ans quelques années plus tôt. Il prévient alors immédiatement le FBI. Au mois de juillet 1971, le FBI inscrit Rodney Alcala sur le fichier des hommes les plus recherchés de l'État. Un mois après, 2 campeurs qui avaient remarqué l'avis de recherche du FBI reconnaissent Alcala qui travaille sur le camp et ils informent immédiatement la direction du camp. Le FBI débarque sur le camp, arrête Rodney Alcala et lui prennent ses empreintes digitales avant de l'extrader pour Los Angeles. Un accord de plaidoirie est conclu entre l'accusation et la défense. Rodney Alcala accepte de reconnaître les faits d'étranglement et de viol sur la première jeune fille, la victime de 8 ans, Tali Shapiro. En mai 1962, Rodney Alcala est condamné à une période indéterminée entre 1 à 10 ans de prison avec possibilité de libération. Alors là, pour être franc, j'ai rien compris. Le mec a violé quand même une enfant et il a une possibilité de libération conditionnelle. Donc les juges là, j'ai rien compris. Vraiment rien compris, quoi. En 1974, Rodney Alcala a 31 ans. Un psychiatre l'examine et estime que son comportement s'est considérablement amélioré et qu'il peut être mis en liberté après seulement 34 mois de prison, donc même pas 3 ans. Son casier judiciaire porte donc maintenant la mention de délinquant sexuel. Et même avec cette mention dans son casier et que Rodney soit en liberté conditionnelle, une entreprise de Los Angeles l'embauche pour prendre des photos des magasins. Ils sont sérieux, ils embauchent un taré. Okay. Le 13 octobre 1974, Alcala kidnappe une jeune fille de 13 ans, l'emmène dans les bois, la viole et l'oblige à fumer de la Marie. Mais un garde forestier qui passait par là les surprend, il secourt la fille et arrête Alcala. Rodney Alcala est renvoyé en prison pour kidnapping, vente de drogue, viol et manquement à sa liberté conditionnelle. Cette fois-ci, il est condamné à 3 ans de prison ferme. Pour être franc, même cette peine, je la trouve ridicule quand on sait ce qu'il a fait auparavant et que là, il recommence, il rekidnappe des jeunes filles, les viole et les agresse. Comment on peut lui donner juste 2-3 ans de prison, quoi? C'est pas possible, quoi. En juin 1977, Alcala est relâché à condition qu'il se présente chaque semaine à son agent de libération conditionnelle. C'est-à-dire que Alcala a un contrôle par mois où il est obligé d'aller se présenter. Donc j'ai envie de dire, c'est le minimum déjà qu'il est libéré. Alors qu'il est à Los Angeles, son agent accepte que Alcala rende visite à sa famille à New York. Au mois de juillet, Ellen Hauer, 23 ans, est déclarée disparue. La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était en compagnie de Rodney Alcala à New York. Le FBI joint la police de Los Angeles et les informe que Alcala est la dernière personne qui a été vue avec Ellen Hauer et leur demande que Alcala soit interrogé. Mais par faute de preuves concrètes et de liens directs, Rodney Alcala est relâché. De retour à Los Angeles, Alcala est embauché par le Los Angeles Times comme typographe. Malgré son casier judiciaire, les mecs, ils l'ont quand même pris. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Au cours de cette période, Alcala convainc des dizaines de jeunes femmes qu'il est photographe de mode professionnel et les photographie pour son portfolio. Au mois d'octobre 1977, le corps sans vie de Jill Barcombe, 18 ans, est retrouvé dans la région d'Hollywood Hills, dans la banlieue ouest de Los Angeles. Elle a été violée, tabassée et étranglée avec sa propre paire de pantalons. Le 16 décembre 1977, le corps de Georgia Wixet, 27 ans, est retrouvé dans son appartement du Malibu. La jeune femme a elle aussi été violée et étranglée jusqu'à la mort. Le 28 juin 1978, le policier Richard Place
responsable des homicides de Santa Barbara, reçoit un appel pour la disparition de Charlotte Lamb, dont le corps sera retrouvé au mois de septembre suivant, violé et étranglé à mort. Le mec fait des dizaines de victimes et il est toujours en liberté, tranquille. Personne ne le chope. C'est vraiment n'importe quoi. En juillet, la police interroge des connaissances de Rodney Alcala qui leur disent que Alcala emmène souvent des femmes dans la région de North Tarrytown pour faire des shootings photos. Et c'est là que la police découvre les restes du corps d'Ellen Hauer qui avait disparu une année auparavant. Le 13 septembre 1978, Rodney Alcala est candidat sur le plateau de The Dating Game, qui est l'équivalent de l'émission Tournée Manège en France. Le jeu est très simple, il y a 4 candidats, 3 hommes et une femme qui sont séparés par un mur, et la femme doit leur poser des questions à tour de rôle. Ensuite, à la fin, elle fait son choix. À la TV, Rodney Alcala est présenté par l'animateur comme étant un photographe à succès, malgré son casier rempli de crimes. Alcala remporte le jeu, il est choisi par Cheryl Bradshaw pour un rendez-vous. Mais Cheryl ne fera jamais le rendez-vous avec lui car elle dira qu'elle l'avait trouvé trop effrayant. Et heureusement pour elle, car quand on connaît Rodney, c'est vraiment sûr qu'il l'aurait tué et violé. Donc elle a vraiment fait le bon choix qui lui a sauvé la vie, je pense. Personnellement, je me dis, c'est quand même des fous les mecs de l'émission qui ont pris Alcala, ils savaient qu'il avait un casier et que c'est un violeur agresseur et ils le mettent parmi des candidats normaux. Imaginez si la meuf aurait fait le rendez-vous, elle serait allée plus loin. Ça aurait vraiment pu très très mal finir. C'est des ouf. Le 14 juin 1979, le corps sans vie de Jill Parenteau, 21 ans, est retrouvé une nouvelle fois violé et étranglé dans son appartement dans le quartier de Burbank. Le 20 juin 1979, Robin Samsoe, 12 ans, et une de ses amies se rendent à pied à leur cours de ballet du soir, qui n'est pas très loin de leur maison. Sur le chemin, elles sont approchées par Rodney Alcala qui leur propose de les prendre en photo. Une pompier nommée Dana Crappa qui se rendait à son travail ce jour-là déclare à la police avoir vu un homme étrange aux longs cheveux noirs entraîner une jeune fille blonde dans les bois. À 23h05 précise, une émission nationale diffuse un message demandant à ce que soit signalé tout renseignement concernant la disparition de la jeune Robin Samsoe. Suite à ce signalement, Marilyn Rose, qui travaille pour le médecin légiste, réalise un croquis de l'homme qui a été vu pour la dernière fois avec l'enfant. Le portrait réalisé est diffusé le lendemain aux informations. Le lendemain, Rodney Alcala voit sa tête en croquis à la TV et décide donc de changer de coupe de cheveux. Enfin, le détective Greg Robinson décide de réouvrir le dossier d'Alcala car il le soupçonne d'être pour quelque chose dans la disparition de la jeune Robin. Le 27 juin, le mari de la femme qui a réalisé le croquis, qui est lui-même policier, tombe sur une rediffusion de l'émission Tournée Manège. Il dit à sa femme, regarde ce candidat dans l'émission, il ressemble beaucoup au portrait robot que tu as fait. Il joint alors la maison de production afin d'avoir une copie de l'émission. Les jours suivants, la police interroge les personnes qui ont vu la jeune Robin vers l'endroit où elle a été déclarée disparue. Les policiers leur présentent 6 photos et tous les témoins identifient Rodney Alcala comme étant l'homme qui accompagnait la jeune Robin. La police donne l'alerte et se rend immédiatement à l'appartement d'Alcala, mais Alcala réussit à s'échapper à bord de son véhicule. Le 28 juin, tout le monde cherche la jeune Robin, y compris Dana, la femme pompier, qui l'avait aperçue près de la forêt avec Alcala. Elle décide donc de fouiller la forêt avec ses collègues. Après seulement quelques heures, elle tombe sur des ossements. Début juillet, une autopsie est réalisée sur les ossements trouvés et elle révèle qu'il s'agit bien du corps de la jeune Robin Samsoe. De son côté, Rodney Alcala décide de partir se cacher chez sa petite amie à Dallas. Il loue même un box à Seattle où il dépose quelques affaires. Le 24 juillet, la police débarque chez Alcala avec un mandat qui les autorise à fouiller son appartement et sa voiture afin de trouver des éléments qui prouvent qu'il était en contact avec la jeune Robin. Des boucles d'oreilles appartenant à Robin Samsoe sont retrouvées dans une boîte dans son appartement. Le 24 juillet donc, la même journée, Rodney Alcala est finalement retrouvé et arrêté. Enfin, j'ai envie de vous dire. Il est inculpé pour assassinat sur la jeune Robin Samsoe avec une mise en liberté sous caution de $250 000.
Donc il peut encore s'échapper. S'il paye sa caution. Mais 250 000 $, on verra bien. Le sergent McErlin et le détective Robinson obtiennent alors un mandat pour fouiller le box que Alcala avait acheté à Seattle. Après 3 longues heures de recherche, ils tombent sur plusieurs éléments de preuve, dont plus de 1700 photos prises où les jeunes filles et femmes sont habillées en maillot ou complètement nues. Ils trouvent également une autre boîte remplie de boucles d'oreilles. Le 4 octobre 1979, le juge Wyatt accuse coupable René Alcala d'enlèvement et de meurtre. Le 30 avril 1980, toutes les personnes ayant vu la jeune Robin avec Alcala témoignent. La mère de Robin Samsoe est également présente lors de l'audience du jugement. Face à eux, les 2 sœurs et la petite amie de René Alcala, témoins de la défense, affirment que René Alcala ne pouvait pas être impliqué dans la mort de la jeune Robin car il se trouvait avec elle. Les témoignages des 3 femmes sont rejetés car ils ont trop peu de preuves qui le prouvent et les preuves que René Alcala était avec la jeune Robin sont trop énormes. Après 2 jours de délibération, le jury rend son verdict. Pour les accusations de meurtre au premier degré avec l'utilisation d'une arme mortelle et kidnapping forcé, le jury reconnaît René Alcala coupable du meurtre de Robin Samsoe. Le juge le condamne donc à la perpétuité. La mère de Robin Samsoe fond en larmes. Alcala est enfermé à la prison de San Quentin. En 2003, alors que René Alcala a 60 ans, le bureau du procureur de Los Angeles attaque à son tour René Alcala pour les meurtres de Georgia Wixed et Jill Barcombe. Le 11 janvier 2010 a eu lieu un procès pour 5 autres meurtres et Alcala, vu que son avocat l'a laissé tomber, fera sa propre défense. En 2012, il plaide enfin coupable pour les meurtres de Helen Hauer et Cornelia Crillet. Il est cette fois-ci condamné à la peine de mort par injection létale. Mais ce n'est pas fini. En septembre 2016, René Alcala est accusé du meurtre de Christine Thornton, dont son corps a été retrouvé au Wyoming en 1982. Toutes les victimes de René Alcala étaient des jeunes femmes entre 8 et 31 ans. Il leur faisait croire qu'il était photographe de mode, puis les enlevait, les violait, les torturait et les étranglait la plupart du temps avec leurs propres pantalons. Il prenait toutes ces victimes en photo et gardait toujours leurs boucles d'oreilles en souvenir. René Alcala est l'un des pires tueurs en série de ce monde. En tout, il aurait commis plus de 130 meurtres, dont la plupart ne sont pas élucidés et ne le seront peut-être même jamais. Le 24 juillet 2021, René Alcala décède à l'âge de 77 ans de cause naturelle. Encore un qui décède de cause naturelle alors que normalement il était censé mourir d'injection létale en prison. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce en l'air et également un commentaire pour me dire si vous connaissiez déjà cette histoire. Merci à tous ceux qui s'abonnent et partagez un max s'il vous plaît, ça aide énormément la chaîne. Quant à moi, je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. C'était Inside TV.